Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Après d'un mois des européennes, le Rassemblement national mené par Jordan Bardella caracole en tête des sondages. Comment expliquer la popularité de l'héritier de Marine Le Pen, au-delà des clichés habituels? Par quoi est aujourd'hui motivé le vote RN? Bonjour Félicien Faury. Bonjour. Des électeurs ordinaires, c'est cette étude que vous consacrez à, je vous cite, la normalisation de l'extrême droite, et c'est aux éditions du Seuil. Et aujourd'hui, cette normalisation, si j'ose dire, on va discuter bien sûr ce terme, elle a un visage, et ce visage, c'est celui de Colombe. C'est une électrice du Rassemblement national qui a été interviewée et dont un extrait de l'interview a énormément circulé sur les réseaux sociaux. On écoute un extrait de cette interview. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, madame ? Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative. Vous pourriez enlever vos lunettes ? Oui. Ah oui, non, vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que, regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Ici, on a quand même un taux énorme du RN et on est tous en colère. On a tous du mal, il n'y a pas de travail. Un extrait donc de cette interview, Colombe, puisque c'est le nom de cette électrice. Félicien Faury, dans quelle mesure Colombe est aujourd'hui un visage, le visage, bref, en quoi est-elle représentative des électeurs du Rassemblement national ? Alors, le visage, je ne sais pas. De toute façon, c'est un peu compliqué de définir un portrait robot type de l'électeur ou l'électrice du RN. Mais en fait, ce qui me semble important, donc j'ai vu effectivement passer cet extrait qui est très poignant, en fait, il faut le dire, qui est aussi par contre très court. Et c'est peut-être l'avantage aussi des sciences sociales de pouvoir faire des entretiens plus longs et plus répétés, approfondis, qui permet de voir toutes les composantes en fait du vote RN. Et ici, on a une part très importante de ce qui fonde en fait le vote RN, c'est-à-dire des inégalités de classe en fait qui sont subies par une grande partie de l'électorat du RN. Et donc ces inégalités de classe, elles sont très importantes à prendre en compte. Et par contre, il faut aussi toujours préciser en plus que si on regarde sous un autre prisme, notamment la question des inégalités ethno-raciales spécifiquement, là, de ce point de vue-là, les électeurs du RN sont moins en position de dominer, si j'ose dire. Ils sont davantage du bon côté, en fait, en quelque sorte, des inégalités ethno-raciales. Ils sont dans une position de pouvoir, mais de pouvoir relative, et ce qui va les amener à vouloir conserver, justement, cette position de pouvoir. Mais alors, c'est ce qui étonne et peut-être explique en partie l'intérêt que cette très brève interview de Colombe a suscité, Félicien Faury, c'est que cette femme évoque donc les inégalités de classe, le déclassement, diriez-vous, en sociologue, mais je crois que d'autres partis évoquent ces inégalités de classe. Qu'est-ce qui fait que cette femme porte son suffrage de manière quasiment religieuse, puisqu'il y a une dimension presque charismatique dans le rapport qu'elle a manifestement avec Marine Le Pen. Alors pourquoi est-ce Marine Le Pen qui remporte son suffrage et pas, par exemple, d'autres partis, des partis de gauche ? Deux points. Bon, la question de l'identification religieuse, je ne sais pas si j'emploierais ce terme, mais en tout cas, effectivement, cette identification très forte à Marine Le Pen, je l'ai retrouvée en fait dans certains des électeurs, notamment certaines des électrices que j'ai rencontrées sur mon terrain, notamment une personne que j'appelle Monique dans l'ouvrage, qui développe justement cette très forte identification, cet très fort attachement à Marine Le Pen et derrière du coup au Rassemblement national. Donc en fait, c'est une personne qui va voter ensuite pour d'autres élus du RN, mais elle connaît surtout en fait cette figure de Marine Le Pen qu'elle appelle Marine, comme beaucoup en fait, donc par son prénom. Et ça c'est en fait, Marine Le Pen est arrivée, c'est assez frappant sur mon terrain, Marine Le Pen est arrivée à développer sur le temps long une proximité, une impression de proximité sociale avec notamment les classes populaires. Ce qui n'est pas du tout son cas, parce que c'est une personne qui est issue de milieu bourgeois, qui est bourgeoise elle-même, qui est ancienne avocate, etc. Mais elle est arrivée sur le temps long à forger cette image qui a du coup une efficace. Et par ailleurs, comme je le disais, justement, il faut comprendre comment
certaines relégations économiques qui sont subies de façon très douloureuse par ces électeurs s'articulent à d'autres formes, à d'autres perceptions du monde, notamment voilà, qui peuvent être xénophobes ou islamophobes, même si là je connais pas cette dame, j'ai pas fait d'entretien avec elle. Et c'est peut-être cette articulation justement qui explique pourquoi ça va davantage vers le RN plutôt que vers la gauche. Alors, il faut parler de votre enquête, Félicien Faury. Vous avez eu un parti pris, puisque vous ne pouviez pas interviewer tous les électeurs du Rassemblement national. Vous avez décidé donc d'aller à la rencontre de ceux qui votent pour le RN dans le sud de la France. Oui, tout à fait. Il me semblait qu'on parlait beaucoup, en fait, ce qui est très important, mais du vote plutôt du nord de la France, qui est un vote plutôt populaire et précaire, en tendance, même s'il ne faut pas caricaturer cette opposition. Et il y avait cette idée de territoire délaissé et abandonné. Et en fait, on oublie souvent le sud-est de la France, donc notamment la région PACA, qui est en fait un bastion historique de l'extrême droite, qui apporte toujours des suffrages très importants au Rassemblement national, mais qui n'est pas un territoire concrètement abandonné, en fait. Le problème, c'est pas l'abandon de l'État, mais c'est plutôt celui des inégalités territoriales très importantes, notamment parce qu'il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de personnes assez prospères, en fait, qui vont acheter des résidences secondaires dans ces territoires, ce qui crée une pression sur les territoires, une pression immobilière qui est ressentie très vivement en fait par les électeurs et les électrices que j'ai rencontrés. Mais alors, donc là, effectivement, il y avait traditionnellement une opposition, en tout cas, le terme était utilisé par les journalistes, entre RN du Nord et RN du Sud. Pour vous, en fait, cette opposition ne tient plus. Bref, qu'en est-il aujourd'hui, selon vous, Félicien Faury ? Alors en fait, elle peut être intéressante si derrière en fait ces distinctions géographiques, on peut dire, on s'intéresse à la question des positions de classe en fait, parce qu'on pourrait dire qu'il y a deux types d'électorat. Là encore, faut pas caricaturer, mais il y a un électorat plutôt précaire, populaire, ouvrier du RN, et un autre type d'électorat qu'on trouve davantage, encore une fois c'est en tendance, mais qu'on trouve davantage dans le sud-est, que moi j'ai plutôt étudié, qui sont des classes populaires qu'on dit stabilisées, qui sont plutôt stables sur le marché de l'emploi, et des petites classes moyennes ou des classes moyennes qui encore une fois ne sont pas, par exemple, ne sont pas au chômage, n'ont pas peur de se retrouver au chômage, mais qui vont avoir d'autres types de préoccupations économiques qui sont très matérielles, mais qui vont porter davantage sur les questions de redistribution, de logement, d'éducation. Je vais mettre les pieds dans le plat bruyamment. Allez-y. Félicien Faury, quel est le déterminisme du vote RN? Quel est le déterminisme du racisme dans le vote RN? Et je vais vous laisser évidemment problématiser le mot racisme. Ah, alors, je n'essaie pas de chercher quelle serait la variable en quelque sorte. C'est une enquête de terrain, donc c'est justement ce qui m'intéresse, c'est l'articulation entre plusieurs expériences de vie et en plusieurs visions du monde. Et par contre, effectivement, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travaux de sciences sociales qui portaient sur le vote RN, qui insistaient beaucoup, et à raison, et j'en parle beaucoup dans mon livre, qui insistaient beaucoup sur les expériences de classe, et notamment, je l'ai dit, des expériences d'inégalité subies. Et ça me semble très important et très salutaire, mais parfois il m'avait semblé que cette dimension de classe pouvait être mise en avant au détriment d'autres dimensions et avec une euphémisation, voire une évacuation de ce qui continue à structurer très fortement le vote RN, c'est-à-dire des sentiments islamophobes et xénophobes et qu'on peut qualifier de vision du monde raciste. Alors, on va interroger les termes d'islamophobe et de xénophobe, mais en tout cas, ce qui est certain, Félicien Faury, c'est que dans l'échantillon que vous avez rencontré, beaucoup de personnes évoquent leur sentiment de mal-être vis-à-vis, alors les termes peuvent varier, mais des musulmans, des arabes. Comment ces gens-là vous ont-ils parlé et que vous ont-ils dit sur leur colère, leur mal-être, bref, les différentes gradations donc de leurs sentiments? Effectivement, donc les minorités qui sont les plus visées sur mon terrain, c'est donc notamment les personnes qui sont identifiées comme musulmanes, les personnes qui sont identifiées comme arabes, et aussi les personnes qui sont identifiées comme turques, parce que la turcophobie, c'est un point assez important que je retrouve sur mon terrain. Encore une fois, c'est pas du tout la seule composante du vote RN, mais c'est pas une composante qu'on peut évacuer en fait. On est obligé, on ne comprend pas le vote RN si on ne prend pas en compte cette question. Et donc il faut regarder ça avec lucidité. Et regarder avec lucidité tout un ensemble
de propos, enfin d'essentialisation négative en fait de ces minorités ethno-raciales telles qu'elles sont perçues dans l'espace local, et la manière dont c'est rapporté à des expériences de vie concrètes et à des formes de concurrence en fait entre les pauvretés qui est très forte. Effectivement, il y a beaucoup de choses sur la communauté turque, sur donc ce que vous appelez la turcophobie, le racisme anti-noir. Alors ça, je le retrouve. Il y a d'autres enquêtes qui montrent que ça peut être très présent. Moi, je le retrouve assez peu en réalité sur mon terrain. Voilà, c'est sans doute dû à certaines spécificités locales du territoire que j'ai étudié. L'antisémitisme qui a été pendant longtemps l'une des composantes du discours de Jean-Marie Le Pen. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je retrouve pas de manière flagrante en fait sur mon terrain. Il s'agit soit d'un résultat, c'est-à-dire que c'est pas présent parmi les personnes que j'ai interrogées, soit aussi potentiellement d'un biais d'enquête. Ça aussi, il faut réfléchir à ces questions. C'est à quel point le tour qu'a pris nos entretiens, les conversations, à quel point les questions qui ont été posées n'ont pas permis de révéler par exemple certaines formes d'antisémitisme. Islamophobie, c'est un terme qui est très discuté. Félicien Faury, est-ce que il y a une incompatibilité entre un discours très dur contre une religion et une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis des fidèles de cette religion ? C'est un terme qui est discuté, oui et non. En fait, il est discuté dans l'espace public, dans l'espace politique. En réalité, bon, moi, je suis chercheur, et en fait, dans l'espace scientifique dans lequel je travaille, au niveau national, mais aussi international, en fait, le terme d'islamophobie est un terme maintenant qui est pas parfait, mais qui est employé de manière assez commune pour désigner le racisme anti-musulman. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que la dimension religieuse de l'islamophobie apparaît de manière spécifique, c'est-à-dire la plupart des électeurs du RN, en fait, ne sont pas des catholiques pratiquants, très fortement socialisés à la religion. Et donc, c'est pas le référentiel religieux, c'est pas quelque chose qui émerge spontanément. Mais par contre, il va émerger lorsque justement on parle de l'islam, c'est-à-dire qu'on va se dire chrétien ou catholique par distance et souvent par hostilité aux personnes qui sont désignées comme musulmanes. On va continuer d'évoquer donc cette étude et on va la discuter. Vous publiez donc des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite. C'est aux éditions du Seuil. Vous serez rejoint par le journaliste du Figaro Alexandre Devecchio qui publie Les nouveaux enfants du siècle aux éditions Lexio. Enquête sur une génération fracturée, c'est la jeunesse militante de Jordan Bardella, Sarah Knafo, Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et alors nos invités pour évoquer les déterminants du vote RN, c'est donc un sociologue, Félicien Faury, des électeurs ordinaires. C'est l'étude que vous publiez aux éditions du Seuil. On en a parlé dans la première partie. Vous êtes allé à la rencontre des électeurs du Rassemblement national dans le sud de la France et vous avez rencontré des personnes qui se sentent déclassées avec de fortes problématiques résidentielles, de fortes problématique également de scolarisation des enfants. Tout à fait. Et des questions, et on va en reparler largement, d'islamophobie, de racisme, quel terme employer pour en discuter justement. Nous sommes en compagnie du journaliste Alexandre Devecchio, Les nouveaux enfants du siècle, c'est l'ouvrage que vous republiez aux éditions Lexio. Avant cela, Félicien Faury, ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, il a rappelé les chiffres. En 2019, Jordan Bardella avait fini en tête à 23%, pas à 30-31%, comme dans les intentions de vote. Alors, est-ce que l'échantillon, qui ne se veut pas représentatif des personnes que vous avez rencontrées, est-ce qu'il a grossi? Est-ce qu'on a aujourd'hui de nouveaux électeurs ordinaires du RN? Alors oui, il y a des j'allais dire des primo-votants RN dans les personnes que moi j'ai rencontrées, mais effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est que là, je me suis beaucoup intéressé à l'électorat de classe moyenne, en fait, qui est un électorat très important pour le RN, notamment pour les européennes, parce qu'on sait qu'il y a une abstention différentielle, les classes populaires votent moins, généralement, notamment pour les élections intermédiaires type européenne, et donc ce socle de classe moyenne, qui est une dimension importante de l'électorat lepéniste, il est très important pour les européennes, donc pour Jordan Bardella. Alexandre Devecchio. Oui, ce qu'on observe, c'est que Marine Le Pen avait réussi à agréger, constituer ce que le sondeur Jérôme Sainte-Marie appelait un bloc populaire, et que là, il arrive à agréger
d'autres catégories qui sont pas justement ces classes populaires, mais les classes moyennes, des retraités également. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. D'une part, effectivement, la stratégie de normalisation, l'opposition avec Jean-Luc Mélenchon qui a une stratégie beaucoup plus tapageuse à l'Assemblée nationale, ce qui donne à Marine Le Pen une image plus rassurante. Mais je crois qu'il y a aussi des problématiques de fond en réalité qui servent aujourd'hui le RN. Ils ont fait depuis longtemps un certain diagnostic sur l'insécurité culturelle, et ce type de problème a tendance à se propager à toute la société, plus seulement les classes populaires, y compris le diagnostic social d'ailleurs. On voit que sur fond d'inflation, il y a une forme de paupérisation de la société française, et je crois que le Rassemblement national en tire parti et agrège de nouvelles catégories, notamment les retraités. Si on regarde de manière très précise, ce sont plutôt les jeunes retraités. En réalité, la génération des boomers qui généralement eu de bonnes retraites a pu se constituer un patrimoine et plutôt reste anti-RN, mais les jeunes retraités qui vont toucher des petites retraites, qui sont pas forcément de la génération qui a agrégé un gros patrimoine, sont plus enclins aujourd'hui à voter RN. Donc je crois que pour toutes ces raisons, ils sont en train d'élargir leur base électorale et aujourd'hui de toucher toutes les catégories. Félicien Faury. Et juste un point qui a été signalé, le sentiment anti-Macron, en fait, c'est quelque chose qui est très présent. Moi, j'ai travaillé donc de 2017, donc élection présidentielle, à 2022, autre élection présidentielle, et je vois un effet un effet Macron en quelque sorte, c'est-à-dire qu'une détestation du personnage et de ce qu'il représente qui est très très importante. Dans ce qu'il représente, ce que vous évoquez dans des électeurs ordinaires, Félicien Faury, il y a le diplôme. Oui, mais ça c'est un point qui est important. En fait, la variable la plus prédictive du vote RN sur le temps long, c'est la faiblesse du niveau de diplôme. Et en fait, ce que moi je retrouve derrière ce résultat statistique, c'est des trajectoires scolaires qui sont heurtées, souvent vécues difficilement, et ce qui crée en fait une défiance vis-à-vis de l'ordre scolaire et de ce qu'il va représenter. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve après, en fait, après la scolarité des individus, dans un certain rapport, notamment à la gauche et à la classe politique dans son ensemble, qui sont considérés comme des beaux parleurs, des donneurs de leçons. Et donc il y a une forme de mépris de classe qui est vécu de cette façon. Et il y a un autre type de critique vis-à-vis des élites, notamment économiques, c'est la critique de l'argent, ils se gavent, ils s'en sont mis plein les poches, c'est quelque chose qui revient souvent. Et juste pour terminer, Emmanuel Macron, il combine ces deux. C'est à la fois le banquier et le beau parleur. C'est à la fois une personne qui fait partie des mondes de l'argent et qui est intelligent, c'est un terme qui revient beaucoup, mais qui va utiliser cette intelligence, ce capital culturel, au service d'autres personnes que ses électeurs. Je crois que Alexandre Devecchio. Sur le mépris de classe, ça tient peut-être aussi à la personnalité d'Emmanuel Macron. On a vu précédemment dans l'histoire de France des élites qui n'étaient pas forcément, qui ne suscitaient pas la même détestation. Je crois que si il y a un mépris de classe à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est aussi parce que par certaines paroles, il a pu laisser lui-même transparaître un mépris de classe. On pense à la petite phrase ceux qui ne sont rien, qui revient souvent dans la bouche des électeurs RN qu'on peut interroger. Donc je crois que son attitude aussi, sa volonté d'incarner les gagnants de la mondialisation, en tout cas au début de son premier mandat, fait qu'il a suscité effectivement une détestation particulière. Bon, mais Jean-Ly Marie, quand on passe de 23 à 30%, ça veut dire qu'on n'est pas encore à 1 Français sur 3, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, mais on y est presque. Ça pose toute une série de questions. Questions pour les adversaires, évidemment, du Rassemblement national, mais questions aussi pour tous les observateurs, qu'ils soient politologues, sociologues, journalistes parfois. Quelle est la bonne grille de lecture aujourd'hui pour décrire le plus précisément possible le phénomène qui est à l'œuvre ? Je vais laisser la parole à Félicien Faury, qui n'avait pas l'air d'accord. D'ailleurs, je me suis trompé. Valéry Giscard d'Estaing parlait de 2 Français sur 3. C'est sur toi. En fait, il faut toujours prendre en compte l'abstention, qui est très importante pour les européennes. Donc en fait, même ces 33%, il y a en fait énormément de Français et Françaises qui s'abstiennent pour les élections européennes. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est évidemment une dynamique très importante et ça va être un signal politique fort si Jordan Bardella arrive en tête. Alexandre Devecchio, Félicien Faury estime qu'il y a une composante importante dans le vote RN. Je parle en face de vous, Félicien Faury. Vous me dites évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont je résume votre ouvrage. C'est à la fois l'islamophobie et le racisme des électeurs du RN, ou en tout cas leur
fixation sur la présence trop importante de musulmans, de personnes venues des pays du Maghreb ou de Turcs, puisqu'il y a effectivement une turcophobie dans l'échantillon que vous analysez. J'aimerais votre réaction par rapport à ça, Alexandre Devecchio. Eh bien, ça dépend de ce qu'on appelle déjà l'islamophobie et le racisme. Le terme d'islamophobie est quand même extrêmement controversé. S'il n'a pas été forgé, il a été popularisé par l'ayatollah Khomeini pour interdire toute critique de l'islam, par exemple. Ensuite, le terme de racisme, à mon avis, renvoie à la hiérarchisation des races, à l'idée que parce qu'on serait maghrébin, par exemple, on serait inférieur ou on serait une mauvaise personne par essence. Je ne crois pas que c'est, en tout cas, chez la majorité des électeurs RN, ce soit le sentiment. Par contre, il y a ce que Christophe Guilluy a appelé l'insécurité culturelle, l'insécurité physique. Et effectivement, parfois, Félicien Faury qualifie de racisme le fait que certains électeurs, alors peut-être avec des mots crus, déplorent qu'il n'y a pas assez de mixité dans leur quartier, déplorent qu'il y a trop de voiles, par exemple. Et je pense que ça, c'est un réflexe défensif, mais aussi lié à un communautarisme qui peut parfois être agressif dans certains quartiers. Qu'est-ce que vous en pensez, Félicien Faury ? Sur le terme d'insécurité culturelle, en fait, comment dire, c'est pas un terme qui est utilisé dans la recherche, en fait, dans la recherche que je pratique. Et par contre, bon, et ça, on peut l'élaborer. Oui, mais de fait, ça n'a pas été repris par des chercheurs. Et par contre, vous considérez que c'est un terme qui n'est pas sérieux ? Oui, je pense qu'en fait, c'est pas un terme qui a été suffisamment défini et qui ne donne pas lieu à un champ de recherche spécifique. Alors que par contre, il y a une sociologie du racisme qui est très fournie et que je mobilise beaucoup dans ce livre. Alors justement, si on parle de la sociologie du racisme, parce que on voit bien que le racisme est un mot compliqué, ne serait-ce que, et ça c'est une question qu'on peut tous se poser, il y a une gradation entre, disons, des stéréotypes qui sont des généralisations abusives et une volonté d'extermination. Donc entre ces deux pôles qui désignent une gamme donc d'opinions, d'attitudes, de gestes, parce que dans le racisme il y a des mots, mais il peut y avoir aussi des actes. Comment situez-vous ces électeurs du RN que vous avez rencontrés ? Alors, 2 points. Premièrement, effectivement, il s'agit de préciser ce qu'on entend par ce terme, et notamment, vous avez parlé justement de la question du discours et des actes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour comprendre, me semble-t-il, ce qui va animer en fait ces électeurs, c'est que c'est des personnes qui peuvent avoir un discours raciste, xénophobe très explicite, mais qui par contre ne vont pas souvent avoir les ressources sociales pour le mettre en acte et pour le mettre en œuvre matériellement. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de raisonnements qui sont un peu au conditionnel en quelque sorte. Par exemple sur la question résidentielle, c'est j'aimerais quitter ce quartier que je ne supporte plus, mais je n'arrive pas à déménager. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir des désirs ségrégatifs en quelque sorte, mais qui n'ont pas les ressources sociales à la hauteur de ces désirs. Moi je pense que c'est parfois des désirs de déségrégation d'une certaine manière. Parce que pour avoir vécu en banlieue, parfois quand vous vous retrouvez dans des quartiers, mes parents y habitent toujours, où il n'y a plus que des boucheries halal, où dans les galeries commerciales vous avez des magasins de voiles et de burqa alors que la burqa est interdite, vous vous sentez un peu seul d'une certaine manière et face, je le disais, à un communautarisme qui peut être agressif. Donc, et ce sont des quartiers où il y a très très peu de mixité en réalité aujourd'hui parce que on a des populations d'origine immigrée qui partagent la même confession et qui sont totalement homogènes. Donc je suis pas sûr que ce soit un désir d'entre-soi, c'est un désir d'éviter le communautarisme et ses effets parfois délétères qui sont la violence physique directe ou ce que j'appelais l'insécurité culturelle. Ensuite, sur le racisme, on voit bien que effectivement, vous avez raison, ça peut toucher différents milieux sociaux et sans doute pas seulement des gens qui votent RN. Absolument. Un milieu que vous connaissez bien, les sciences sociales, et que vous mobilisez. On voit aujourd'hui dans les universités qu'il y a un antisémitisme qui s'exprime parfois de manière décomplexée, que ce soit outre-Atlantique ou même en France. On a pu le voir à Sciences Po Paris, évidemment, c'est pas tout Sciences Po, mais ça existe particulièrement dans les universités de sciences humaines. Et ensuite, dans les quartiers populaires que veulent quitter
ces personnes. Par exemple, je note que les personnes de confession juive ont été les premiers à quitter ces quartiers. Dans les écoles publiques du 93, il y a de moins en moins de juifs parce qu'ils sont victimes précisément d'un antisémitisme qui peut être meurtrier. Là, pour le coup, il y a un racisme qui est palpable et qui a des conséquences tragiques. Donc, bien sûr qu'il y a des racistes au Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est un parti qui a fait 40% au second tour. Je ne crois pas que la majorité des électeurs soient racistes. Félicien Faury, est-ce que vous voulez répondre à ce que vient de dire Alexandre Devecchio? C'est très important de rappeler qu'effectivement, le racisme, comme le sexisme, au fond, c'est quelque chose qui traverse toute la société française et qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux, dans les milieux bourgeois, dans les milieux de classe moyenne, comme moi j'ai plutôt étudié, et dans les milieux populaires. Donc c'est un phénomène qui est transversal à toute la société. Et du coup, c'est très important de comprendre que le vote RN, pas les individus, mais le vote RN, c'est une modalité parmi d'autres, et non la seule, de participation au processus de racialisation. Jean Lémarie. Vous le dites encore autrement, Félicien Faury, dans votre livre, c'est un fil rouge qui traverse votre enquête et les témoignages que vous recueillez, que vous analysez, le sentiment d'être minoritaire chez soi, le minoritaire versus le majoritaire. J'aimerais que vous nous en disiez davantage là-dessus, parce que vous l'expliquez aussi, vous avez passé du temps dans ces lieux que vous avez étudiés, que vous avez accompagnés, vous avez vécu sur place plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Avez-vous ressenti cela vous aussi ? Moi, non, mais après, peu importe, j'allais dire. Mais par contre, effectivement, c'est un point très important. C'est qu'il y a ce sentiment, justement, que l'on a été majoritaire, c'est-à-dire on s'est senti chez soi, dans un environnement familier, et on a l'impression que cette norme, justement, s'effrite. Et il y a cette inquiétude, justement, de devenir minoritaire, de ne plus être majoritaire, de perdre un certain nombre de privilèges, en fait, spécifiquement racialisés, j'allais dire, et qui fondent, me semble-t-il, une grande partie de l'inquiétude du vote RN. Mais parce qu'il y a, par exemple, ce coiffeur que vous avez interrogé, ce coiffeur, et il a l'impression de ne plus retrouver le village du Sud qu'il appréciait. J'ai presque envie de vous dire, est-ce que son attitude vous semble légitime ou illégitime ? C'est pas du tout des questions que moi je me pose. Mais justement, j'ai envie de vous la poser. Oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse, c'est à quel point, pour lui, ce sentiment devient légitime. C'est-à-dire comment c'est normalisé et comment ce type de sentiment est partagé autour de lui. Pour ce qui est du coiffeur, est-ce qu'il se sent pas chez lui parce que les gens n'ont pas la même couleur, il y a un basculement ethnique ou démographique, ou est-ce qu'il se sent pas chez lui parce qu'il y a un basculement des modes de vie? Je crois que c'est ça aussi, quand je parlais de communautarisme agressif, je crois que beaucoup ont dépassé la question de la couleur de peau et de l'ethnie. Ce sont dans les quartiers où justement ils sont les blancs, pour parler comme ça, même si j'aime pas justement racialiser le débat, sont en train de devenir minoritaires, mais je crois qu'ils ne souffrent pas d'être minoritaires en tant que blancs, mais minoritaires en tant qu'ils avaient un mode de vie français, une culture, des traditions, et qu'ils se sentent là, finalement, oui, parfois en pays étranger, vous l'avez dit, mais je crois que ça, c'est un sentiment qu'on pourrait ressentir dans tous les pays du monde. Si vous prenez demain un village du Maghreb et que ce village, il y a une immigration chinoise, je dis n'importe quoi, massive, vous allez avoir exactement le même sentiment d'insécurité. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça du racisme. Par contre, oui, il y a un phénomène de basculement démographique, de changement des modes de vie qui peut être parfois inquiétant, surtout quand il y a une progression en même temps de l'islamisme. Félicien Faury, votre réaction? En fait, le risque, me semble-t-il, c'est celui de l'euphémisation, en quelque sorte. En fait, je pense pas qu'on puisse comprendre l'ampleur des discriminations raciales qui ont encore lieu dans notre pays si on se restreint à une définition du racisme qui reste centrée sur la question de la hiérarchisation biologique entre des pseudo-races, en fait. Donc, je pense que c'est important de prendre en compte des formes, oui, de racisme culturel qui ont encore lieu, dont l'islamophobie est un des exemples. Et ça, si vous voulez, on risque de manquer tout un ensemble de phénomènes si on donne une définition très restrictive en réalité du racisme. Oui, mais d'un autre côté, et vous revenez évidemment là-dessus, Félicien Faury, le terme de racisme n'est évidemment pas neutre, c'est-à-dire il n'y a pas de neutralité axiologique comme on dit en sciences sociales vis-à-vis du racisme, puisque c'est considéré comme étant un crime et un délit, à la fois sur le plan juridique mais aussi sur le plan moral. Et donc la question finalement de ce sentiment d'extranéité que peuvent avoir certains
certains. Je pense aussi au pompier que vous avez interrogé. Ce pompier, il est intéressant parce que il dit finalement, voilà, on travaille avec ma femme, on s'en sort pas. Eux, ils sont assistés, ils ont toutes les aides, et eux, ils renvoient bien entendu à une minorité musulmane qu'ils ne nomment pas précisément, mais peut-être que vous allez nous éclairer là-dessus. Et il explique comment, dans une intervention, il y a eu une sorte de rixe automobile avec l'un de ces immigrés, tout en expliquant bien sûr qu'il ne discrimine pas les personnes à qui il porte assistance. Donc c'est un tableau finalement assez complexe, Félicien Faury. Ah, c'est tout à fait complexe. En fait, les individus, ils sont complexes, ambivalents et changeants. Il ne s'agit pas du tout de nier ça. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est à quel point, dans le vote RN, ce qui est activé, il y a des formes de glissement entre justement des faits ponctuels, singuliers, et des formes de généralisation négative à l'ensemble des minorités ethno-raciales. Et c'est ça, ce type de glissement, qui me semble important à regarder avec lucidité, en fait. Oui, mais alors, ce pompier... pour le coup, dans ce pompier, j'en donne beaucoup d'exemples dans le livre, il y a des formes de généralisation négative à l'encontre des personnes qu'ils nomment arabes ou musulmans, et parfois dans des termes aussi, qui sont nommés dans des termes aussi plus dégradants. De toute évidence, il se livre à des généralisations abusives, mais ces généralisations abusives sont de l'ordre de la représentation, alors que dans ses actes, semble-t-il en tout cas, il ne se livre pas à des discriminations. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les représentations qui sont convoquées dans le vote RN, en fait. Donc c'est pas, en fait, j'essaie pas d'identifier et d'essentialiser un individu en son entier, j'en suis pas capable, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est mobilisé dans le vote RN lui-même. Alexandre, je crois que vous avez bien résumé, Guillaume Bernard, en parlant de généralisation abusive. C'est-à-dire que les gens, pardonnez-moi, ne parlent pas comme sur France Culture le matin, non mais ou sur France Culture ou d'autres. Alexandre Devecchio parle comme ou dans d'autres médias. Hein. Je visais pas du tout France Culture. C'est-à-dire que moi, quand je vais m'exprimer, effectivement, je vais faire attention à pas généraliser, ce que font pas forcément les gens. Par contre, je peux vous dire qu'ils vivent avec des gens différents. Parfois, il y a des mariages mixtes. Parfois, il y a même des immigrés d'origine maghrébine ou de confession musulmane qui trouvent eux-mêmes qu'il y a un communautarisme abusif. Donc, en fait, les choses sont extrêmement nuancées, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas d'essentialisation. Par contre, il y a la constatation d'une dégradation en réalité de la vie quotidienne de beaucoup de Français, et le vote RN est une manière d'avoir une réponse à cette dégradation que les partis politiques traditionnels n'ont pas donnée jusqu'ici. Jean Lémarie. Mais dans votre enquête, dans votre travail, Félicien Faury, justement, l'immigration et l'intégration, dans ce qu'elles ont de réussi, d'évident, de quotidien, de banal finalement, d'évident, ça apparaît peu dans les témoignages, puisqu'on parle de généraliser dans un sens ou dans l'autre. Pourquoi est-ce que vos témoins, ceux que vous rencontrez, vous en parlent peu? C'est une bonne question, mais effectivement, il y a une sélectivité, en fait, une sélection des équivalences. En fait, une des choses qui m'a beaucoup aussi intéressé, c'est les équivalences qui sont mises en place entre, par exemple, immigrés et chômeurs, immigrés et insécurité, immigrés et logement social. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a un travail peut-être pédagogique, enfin en termes de représentation, il y a un travail à faire pour ne pas, par exemple, invisibiliser le travail ou la réussite scolaire, par exemple, d'un nombre très très important d'immigrés. Et juste un point qui a été dit juste avant, qui me semble très important, c'est la question du langage. Effectivement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le vote RN, ça peut traduire un racisme qui est explicite en discours, mais il y a tout un ensemble d'autres manières plus policées, plus silencieuses aussi, de participer au processus de discrimination. Pourquoi, Félicien Faury, je vais le dire très, très vite et très brutalement, mais pourquoi, dans ce cas-là, ces électeurs que vous avez rencontrés ne se portent pas sur un vote qui peut être plus explicitement hostile aux immigrés? Je pense bien sûr au vote Reconquête. Je pense que deux choses. C'est-à-dire premièrement la perception du programme du RN. En fait, il faut pas prendre les gens pour complètement des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font. Je les prends pas du tout. Non, absolument. Je vous disais pas du tout, mais les gens savent ce qu'ils font en fait quand ils votent RN. En tout cas sur la question migratoire ou de l'insécurité. Et par ailleurs, ce qui est très important à comprendre, c'est l'articulation avec les intérêts de classe. Et on sait que le vote Zemmour, par exemple, est plus bourgeois que le vote RN. Et donc c'est tout le temps cette articulation qui permet de comprendre les orientations électorales des individus.
Non, on est absolument d'accord là-dessus, ce qui prouve encore une fois que le racisme n'est pas le motif principal du vote RN, que ça s'articule avec des questions sociales. Et effectivement, je pense que la faiblesse d'Éric Zemmour est qu'il a pas été suffisamment sur ces questions sociales, et donc les électeurs, notamment des classes populaires, ont préféré l'offre du Rassemblement national. La question la plus difficile pour la fin, Félicien Faury, est si d'aventure d'aucuns avaient l'intention de contrer cette progression du RN, que devrait-il faire? Je parle bien sûr des politiques. Qu'est-ce qui, sur le plan politique, serait possible pour tenter donc de juguler ce vote? J'ai pas trop de solutions là-dessus et j'ai aucune leçon à donner aux élus et aux militants de terrain. Peut-être ce que je vois sur mon terrain, c'est qu'en tout cas, la politique, ça ne se joue pas que pendant les élections. C'est quelque chose de très important que je vois dans tout mon enquête, c'est que la politique, c'est aussi le quotidien. Donc c'est aussi investir les conversations communes, les expériences de vie concrètes des individus. Et là, je pense que peut-être les syndicats, les associations, voire les partis politiques ont un rôle à jouer pour prendre pied justement dans ce quotidien, et notamment dans certains milieux sociaux où la gauche, en fait, concrètement, est absente. Mais est-ce que la vie de ces électeurs est organisée par le RN comme dans les temps mythiques, la vie de certains électeurs était organisée par le Parti communiste? Pas du tout. Je pense que c'est une comparaison qui ne peut pas être faite. Il y a des résultats un peu cumulatifs sur le RN qui montrent qu'il y a une faible implantation locale en réalité, même si ça a peut-être changé à partir de 2022 avec l'accès au Parlement et en fait tout un ensemble de ressources qu'a le parti maintenant. Un mot de conclusion. Je suis d'accord sur le Parti communiste. Effectivement, le RN n'est pas aussi implanté, notamment dans les villes, n'a pas de maillage associatif. En revanche, je pense que si on veut le faire baisser, je ne sais pas s'il faut le faire baisser, mais en tout cas, il faut s'attaquer aux causes en réalité et pas dire c'est du racisme. Ces électeurs ne voient pas ce qu'ils voient en quelque sorte. Je pense que si vous faites baisser la sécurité physique, la sécurité culturelle, que vous répondez aux problématiques de pouvoir d'achat, vous pouvez faire baisser ce parti. Hélas, les partis politiques ont échoué sur ces trois domaines ces dernières décennies. Alexandre Devecchio, les nouveaux enfants du siècle aux éditions Lexio, Félicien Faury, des électeurs ordinaires aux éditions du Seuil.